mon arrière-grand-père, Alexandre Clerc, qui est arrivé à Mantry en 1800, à peu près, il a dû arriver, j'ai retrouvé quand il était instituteur. Il est arrivé par vers 1880, à peu près à 1880, juste avant le phylloxéra. Il est arrivé à Mantry, et donc le phylloxéra est arrivé. Donc lui avait déjà, il était issu de famille, et c'est pas une famille viticole, c'est marrant, hein, parce qu'il était de Condamine. Condamine, c'est un village qui est au-dessus de Lyon, ça. C'était une famille, et puis, mais il avait déjà cette idée de, lui ça l'a un peu marqué, de voir toutes ces vignes qui ont été détruites par le phylloxéra. Hein, c'était la désolation, hein, c'était la famine, c'est la famine, hein, c'était. Hein, et donc lui, à partir de, donc il a quitté, je peux vous donner la date quand il était instituteur, donc il a quitté son poste d'instituteur, et puis à cette époque-là, donc ici, où on est là, parce que j'ai mis les gros propriétaires de Mantry. Alors, à cette époque-là, où on habite, là, la maison, donc c'était l'appartement, c'était le marquis de Vaucher. Hein, c'était un marquis de Vaucher, donc il a ses origines à Savigny-les-Bauges, château de Vaucher à Savigny-les-Bauges, et ils sont originaires du Deschaux, donc le Deschaux dans la sur donc c'était le marquis de Vaucher, et donc il avait eu un fils, Guy, qui n'est pas venu, hein, donc de la carte de 14. Et donc il a proposé donc, à mon arrière-grand-père de quitter, enfin c'est lui, enfin il était pareil, enfin d'après ce que je sais, mon arrière-grand-père n'était pas tellement, il a choisi cette métier d'instituteur, mais il n'était pas vraiment mordu hein, pour faire, et il avait déjà ses idées un petit peu, sans avoir pourtant suivi ni d'école, à cette époque il n'y avait pas d'école, hein, mais il avait déjà une idée. Il dit c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour remonter un petit peu le vignon. Voilà. Hein. Et donc là, le marquis de Vaucher lui a proposé, mais il dit voilà, si vous quittez votre métier d'instituteur, donc il habitait là, l'école est en face de chez nous, hein, donc il a quitté son métier d'instituteur et il est venu habiter. Alors là, lui, il habitait, mon arrière-grand-père, il habitait le logement de bas, et puis donc le marquis, quand il a habité ces pièces-là, puis il est devenu régisseur. D'accord. Hein. Et il est resté régisseur jusqu'en 1929. Alors pendant ces nombreuses années où il est resté là, donc ils étaient deux, hein, il y avait mon arrière-grand-père puis une autre personne, je ne me rappelle plus le nom. Hein. Et là il faut qu'on trouve une parade au phylloxéra. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas d'ordinateur comme ça. Ils se sont renseignés et ils ont découvert qu'en Amérique, il y avait donc un porte-greffe qui résistait au phylloxéra. Ça s'appelle le Vitis vinifera. Donc ils ont trouvé, parce que le phylloxéra c'est un petit ver, c'est un ver qui épuise, qui suce un petit peu les racines des vignes. Qui se nourrit assez. Voilà, ça. Et donc ça a commencé, le phylloxéra, il a commencé dans le Midi. Et puis il s'est avancé. Il s'est avancé tout doucement pour la destruction totale du vignon. Et donc ils se sont aperçus que Vitis vinifera, le porte-greffe, résistait à ce petit ver. Et là, avec ça, ils ont commencé de greffer. Donc il fallait tout replanter. À tout planter. Il fallait arracher les anciens pieds. Voilà, ils ont tout arraché parce que les pieds, les vignes, ils crevaient, quoi. Enfin, ils dépérissaient, quoi, donc ils disparaissaient, quoi. Alors donc, et là, ils ont commencé, ils ont mis en place le greffage. Alors, mon grand-père, donc, il avait tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, j'ai conservé un petit peu tous ces appareils pour greffer. Donc, ils ont commencé de greffer. Alors, les cépages qui étaient déjà connus dans le Jura, donc le Savagnin. Le Savagnin, qui est un cépage vraiment jurassien. Il faut bien signaler que le Savagnin, c'est un cépage jurassien qui ne pousse que dans le Jura. Ils ont essayé d'implanter un petit peu n'importe où. Ensuite, donc le Chardonnay qui n'est pas un cépage purement jurassien, mais enfin disons qu'ils se sont aperçus que le Chardonnay donc, se plaisait très bien dans nos terroirs. Donc c'était les deux cépages blancs, donc ils ont greffé ces deux cépages blancs, et ils avaient le Pinot Noir, hein, le Pinot Noir qui nous arrivait de Bourgogne, qui se plaisait également dans nos terrains, et le Poulsard, voilà, et le Trousseau, hein, qui sont vraiment des cépages. Alors là, ceux-ci, personne ne nous les a pris, parce que aussi bien le Chardonnay et le Pinot Noir, ce sont des cépages qui sont partis outre-mer, ils sont partout. Hein.
Alors là, à partir de ces cépages nobles, hein, et ils ne savaient pas que plus tard, ces cépages auraient l'appellation, hein, puisque la première appellation c'est en 1936 par Bois, et puis après, nous on a dû avoir, enfin, ça a suivi, hein, après, donc, et là, donc, ils ont commencé à greffer ça, et puis, donc, ils ont reconstitué le vignoble. Hein, donc, mais, alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là, le temps un petit peu de reconstituer un petit peu les vignobles? Eh bien, il y a beaucoup de maisons qui étaient peut-être pas partis pour faire de la mine, mais ils sont un peu découragés. Voilà. Et voilà, ils sont un peu découragés. Et il n'y a que deux familles à Montry, donc la famille où on est là, et puis une autre famille Claire, donc, qui habite la maison pas loin de chez nous. Et on n'était que deux familles à poursuivre l'activité vigne. Voilà. Hein, à vivre uniquement de la vigne. Et toutes les fermes, parce qu'à cette époque, il y avait quand même pas mal, il y avait quand même 44 jeunes, c'était quand même 44 exploitations à l'époque, oui. Hein. Il y en avait beaucoup plus, hein. Il y en avait beaucoup plus, hein. Il y avait peut-être 70, puisque tout le monde avait 2 vaches dans le pays, tout le monde avait 2-3 vaches, 2-3 hectares de terrain, un truc comme ça, quoi. Hein. Alors donc ceux qui n'ont pas voulu poursuivre l'essor de l'implantation de vigne, donc ils se sont portés, donc ils se sont mis à faire du lait. Alors, moi je pense que maintenant on trouve quand même rarement de mauvais vin. Il y a toujours vigneron qui est un peu négligent. Hein. Mais je pense qu'à l'époque, moi j'ai connu cette époque-là, puisque moi je me suis installé moi j'ai toujours fait du vin, mais je me suis installé effectivement quand je suis venu d'Afrique du Nord en 59. Donc, mon père a toujours fait du bon vin, il a fait pas mal de médailles, hein. Mais c'est vrai que maintenant, je pense qu'il y a de moins en moins de mauvais vin. Moi j'appelle du mauvais vin impropre à la consommation. Hein. Hein. Mais je pense quand même qu'il y a eu une grosse amélioration, parce qu'on a une technique, on a des techniciens qui nous suivent, et qui nous disent, voilà, tiens, une année où il y a beaucoup de pourriture, bon ben, on est obligé de mettre quelques produits. Hein, bon ben, évidemment, maintenant, ce qui s'est passé aussi maintenant, c'est que je pense qu'il faut qu'on en parle, ça, parce que vous avez les vignerons classiques, classiques, et puis maintenant, il y a un engouement maintenant pour la culture biologique. Biodynamique. C'est ça. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas il y a 30-40 ans. Hein. 30-40 ans, ben, c'était traditionnel. Hein, donc, et là, maintenant, de plus en plus, il y a des jeunes vignerons qui sont mis à la demande d'une clientèle aussi. Bien sûr. Hein, parce qu'il faut reconnaître que c'est le client il est roi. Hein, le client, ben, enfin, maintenant, les clients, ils n'achètent plus n'importe quoi. Hein, n'importe quoi. Ils se documentent, savoir, bon, ben, ton vin, qu'est-ce que tu as mis dedans, tes vignes, comment tu les dis. Non mais, il faut. C'est maintenant, c'est d'actualité maintenant. Hein. Oui, hein, les gens, on change maintenant, les gens ils sont un petit peu informés de tout, hein, et les gens ils se renseignent. Voilà. Avec Internet, c'est facile maintenant. C'est facile, hein. Voilà. Hein. Alors je pense que maintenant, on trouve encore des vins un peu. Moi j'ai fait pas mal de dégustations, on trouve quelquefois des vins. Mais maintenant, je pense qu'un vigneron un bon vigneron, un jeune vigneron qui se respecte, peut plus planter. Quoi. Donc, bon, ben, c'est toujours pareil, c'est un peu l'année, si c'est des mauvaises années, pas évident de faire des bons vins ou des mauvais produits. Il y a aussi, hein, si vous récoltez des vins qui sont des vins avec des raisins pourris, des trucs comme ça, bon, ben, c'est au vigneron un petit peu à. C'est là que le vigneron, il faut quand même il y a quand même la patte du vigneron. Hein. Il ne faut pas non plus compter sur la technique. Hein. Il y a le vigneron qui va dire, ben voilà, cette année, moi je vais essayer si vous voulez, il y a une vigne qui n'était pas mal, ben celle-là je vais la mettre de côté, en essayant de faire quand même quelque chose de bien. Puis cette autre vigne, ben, il y avait beaucoup de pourriture, ben celle-là, ben, bon, je ne sais pas ce que j'en ferai, enfin disons, je pense que c'est quand même le vigneron qui est quand même... heureusement qu'il a encore un rôle à jouer, parce que sinon ça c'est trop facile. Tout dans les vins, hein. Tout dans les vins. Hein. Dans les vins, c'est pas comme dans d'autres produits. Hein, donc, je pense que à cette époque, quand même, quand on parle de 1950, il y avait. Mais je vais vous dire, hein, moi
le château, là, enfin chez nous, là, hein, qui appartient au baron de Secati, c'était racheté par la maison de la famille Monnier. La famille Monnier, qui est une famille très connue. Hein, donc la famille Monnier, c'est eux qui sont un peu l'origine de l'usine de Baudin. On a entendu parler de Baudin, les Forges de Baudin, d'accord. Bon, c'est une famille Monnier qui était là-dedans. Hein. Et donc le propriétaire du château, là, tous les ans, il nous achetait 100 bouteilles de vin. Il a dû commencer en 50, il a dû nous commencer à nous acheter en 59. Tous les ans, régulièrement, 100 bouteilles. Puisqu'il y avait très peu de corps, hein, parce que le château, c'était un château destination viticole. Ah oui. Il y avait des corps largement aussi belles que les nôtres. Hein. Et donc, il nous achetait systématiquement 100 bouteilles, qu'il gardait. Et là, il nous les faisait déguster 10, 20 ans après. Hein. Moi, j'ai goûté il n'y a pas très longtemps, j'ai goûté des 62. Il nous a acheté des 62. Ah ben, c'était incroyable. Hein. Ah oui. Puis à l'époque, il nous achetait, c'était du chardonnay. Hein. C'était pas des, on faisait pas de ça, on faisait du savagnin. Savagnin, on destinait qu'au vin jaune. Maintenant, ça fait une trentaine d'années, maintenant qu'on arrive à trouver les vins blancs de savagnin purs. Mais à l'époque, c'était pratiquement que du chardonnay. Alors, il nous a fait goûter les 62, 20 ans après, sont fantastiques. Hein. Ah oui. Oh là là, incroyable. Bien vieilli. Alors donc, on faisait quand même déjà du bon vin à cette époque, sans avoir recours à la technique, un truc comme ça. C'est plus aléatoire. Quoi. Voilà, ben oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Alors que maintenant, c'est vrai que, parce qu'il faut quand même reconnaître que le jeune qui va débuter maintenant, vous ne sentez pas le froid, non, ça va? Ah, très bien, très bien. Vous en avez peut-être marre de parler? Ah, pas du tout. Non, ça va. Alors, il faut reconnaître que le jeune qui va débuter, maintenant, s'il veut vivre de ses produits, de son métier, s'il se met à faire du vin jaune, il faut qu'il attende 7 ans. Hein? Oui. Hein? Regardez un peu l'investissement, les risques. Alors donc, lui, le jeune qui va débuter, il va faire une petite partie de vin jaune, puis il va vendre du blanc, du savagnin, et puis petit à petit, parce que c'est comme un investissement, ça, hein? Il faut acheter les pièces, il faut acheter les tonneaux, il faut laisser 7 ans, et puis, bon an, mal an, hein, moi j'ai celui qui vous dit qu'il ne perdra jamais de vin jaune, c'est un menteur, hein, parce que vous mettez 50 pièces de vin jaune, par exemple cette année, vous mettez 50 pièces de vin jaune en vieillissement. Alors les gens qui viennent chez nous, pas dit, ils vont dire, dans 7 ans, vous allez avoir des comptes. Je dis, oui, il est 50 pièces, mais vous viendrez voir dans 7 ans, il n'y en a peut-être plus que 25 qui vont faire de vin jaune. Ah oui. Il y en a 25 qui vont peut-être pas partir au vinaigre, parce qu'on ne peut plus maintenant, comme c'est suivi par les laboratoires. Mais il y a 25 pièces, au bout de 2-3 ans, les laboratoires ont dit, ben voilà, parce que c'est tout numéroté. Hein. Donc ils font nos prélèvements, pièce c'est le numéro. Hein. Ben oui, il y a ces 2-3 pièces. Hein. Ben, moi je vous donne un conseil, hein. Retirez-les du vieillissement, faites-en, pendant que c'est encore temps, faites-en un bon blanc, pour votre tradition. Voilà. D'accord. Hein. Alors donc, vous voyez, dans le gars qui investit sur 50 pièces de vin jaune en disant je vais les faire, ben c'est pas évident, hein, donc, hein, c'est ça, hein, c'est ça, hein, c'est ça, hein, donc, alors, donc voilà, alors donc maintenant je pense quand même que il y a une différence, je pense quand même que avec l'évolution quand même des techniques, maintenant on arrive quand même, les vins, je ne veux pas dire que les vins étaient mauvais en 50 et quelques chose, hein, mais c'est vrai que maintenant on a une technique, puis on a au niveau cuverie, c'est ça aussi, hein, des cuveries, maintenant bon, ben, on peut, les jeunes vignerons qui sont installés avec des cuveries modernes, ils peuvent faire des cuves ou chauffées ou refroidir, parce qu'on a eu beaucoup de pépins. Je me rappelle, mon père me disait, des années où il y a eu beaucoup de chaleur. Hein, à l'époque, on ne savait pas comment refroidir nos vins, hein, donc il y a des vins qui piquaient dans. Parce que le vin est très fragile. Il y a des années où le vin, il peut piquer dans la journée. Un vin qui est ramené quand on rappelle en 2003, l'année de la canicule, 2003, donc on nous a préconisé de vendanger le plus tôt possible
Donc on se levait à 4 h du matin pour vendanger, puis on arrêtait à midi. Là, on arrêtait à midi, parce que c'était d'abord pour les vignes, c'était intense, et puis le vin, c'était intense. Alors heureusement qu'on a eu quand même, on avait recours quand même au SO2, donc c'est le bisulfite, quoi, on mettait un peu on appelle ça le bisulfite, pour empêcher un petit peu les bactéries, parce qu'il y a des vins qui piquent. Vous laissez une pièce de vin dehors, quand il faisait 30 Vous voulez dire le raisin? Le raisin, mais il piquait, Ah oui. Il piquait dans la journée. Ah oui. Alors que maintenant, celui qui a une cuverie moderne, il arrive alors les vignerons, ils sont occupés ils sont comme dans les commercialisation du lait, ils ont des tanks à lait, donc c'était des tanks à vin, pour refroidir le vin. Et puis ensuite, une fois que le vin était à l'accord, pour redémarrer les fermentations, maintenant les cuves elles sont équipées de chauffage, quoi. Les branches elles sont équipées, donc les fermentations, ils relancent les fermentations avec levurage, elles mettent un petit peu des levures pour relancer un petit peu les fermentations. Et les fermentations, ils peuvent les arrêter quand ils veulent, chose qu'on n'avait pas, nous. Donc ils arrivent maintenant, il y a une technique, un jeune vigneron qui était bien formé, il peut plus. Il y a toujours des pertes de vin, mais enfin, il y a quand même moins d'accidents que bien sûr. Ça, c'est un truc. Voilà, donc. On peut en parler pendant une journée. On vient